Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau défi de la vérité. Les questions d'Ukraine occupent tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Leroy, que j'ai déjà eu le plaisir d'avoir dans un débriefing. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste du monde slave, et vous revenez d'Ukraine, où vous êtes rendu pour une période. Bonsoir Emmanuel, merci beaucoup de venir sur ce plateau pour nous parler de ce sujet qui est fort sensible, dans un défi de la vérité, puisqu'on va essayer d'évoquer la maternité de Mariupol, le théâtre, mais avant tout, pourquoi vous êtes-vous rendu là-bas et dans quel cadre et comment va-t-on en Ukraine aujourd'hui? Pour lui dire, la première réponse à la question comment y va-t-on, c'est pas simple puisqu'il n'y a plus de liaison directe avec le Donbass depuis le 22 février, le 24 février plutôt, et donc il faut passer par des voies détournées. Donc nous devions y aller avec une petite équipe humanitaire, parce que j'ai une autre casquette sur la tête, c'est celle de président d'une association humanitaire spécifique qui s'appelle Urgence Enfants du Donbass et qui œuvre depuis 2014 pour le soutien de ces enfants martyrs, orphelins, qui sont dans une zone de guerre incessante depuis maintenant 8 ans et qui survivent autant que faire se peut. Donc nous avons voulu partir le 1er mai avec une équipe de 3 personnes, avec quelque argent en espèces, puisqu'il n'y a plus de moyens de se procurer de l'argent sur le territoire russe depuis les sanctions. Et nous avons été arrêtés par les douanes le 1er mai dernier, à 8 heures du matin, retenus pendant une période de 10 heures. Et notre argent a été confisqué sur la foi d'une directive européenne qui affirme qu'on ne peut pas apporter d'argent en espèces en Russie aujourd'hui, sauf à être suspecté, comme c'est marqué dans le procès-verbal, de financement du terrorisme et d'activités criminelles. Et donc nous avons été retenus 10 heures dans les locaux de la douane. Bien sûr, nous avons raté notre avion et nous avons dû repartir par un autre itinéraire 2 jours plus tard avec des moyens nettement diminués puisqu'on nous avait saisi une grosse somme d'argent. Et nous allons porter plainte contre le régime de M. Macron qui vole l'argent à destination humanitaire pour les enfants du Donbass. Donc voilà ce que l'on peut dire rapidement pour cette entrée en matière. Et vous avez devant vous un Français qui est très en colère contre le gouvernement de M. Macron. Bien sûr, quand on fait une mission humanitaire et qu'on va voir des enfants, on s'attend à avoir, on va dire, la politique qui prend et la guerre qui prend on va dire un peu le large, puisque vous étiez parti pour voir ces enfants. Quand vous êtes là-bas, la population, elle est dans quel état? Comment sont les gens? Ils vous accueillent? Depuis 8 ans, donc nous les fréquentons, donc depuis 2014, donc qu'on va les voir. Donc les gens sont très satisfaits, très reconnaissants de voir que des Français viennent les voir, font un long périple pour venir les voir, leur apportent du soutien, leur apportent de l'aide, et ça, ils y sont très sensibles. La population, dans cette année 2022, parce qu'on ne les avait pas vus depuis 2019 à cause de la crise ou la pseudo-crise sanitaire du Covid, nous avons été très surpris par la détermination et le stoïcisme de ces gens qui, dans une guerre véritable, maintenant qui n'est plus une guerre larvée, mais une guerre chaude, où on entend les bombes, je dirais, à longueur de journée et à longueur de nuit, la population est stoïque, la population est digne, et elle dit enfin, les Russes sont venus nous défendre et nous aider. Ça, le comportement de toutes les zones de guerre que nous avons traversées, que ce soit à Donetsk, que ce soit à Volnovakha, que ce soit à Mariupol, ça a été systématiquement, enfin, heureusement, les Russes sont venus nous libérer de l'oppression ukrainienne. Et c'est véritablement ce qui nous a le plus frappé. Mais c'est pas ce qu'on entend sur les médias en France. Oui, donc il est clair que les médias en France sont totalement désinformés ou désinforment volontairement. En tout cas, ils reprennent uniquement la doxa de la propagande ukrainienne, qui n'est autre que la propagande de l'OTAN, qui est une propagande qui est fabriquée par des chaînes d'information, par des cabinets de consultants qui diffusent un message unique, mais qui est clairement, majoritairement mensonger. Vous le comprenez quand même, ce message, ou pour vous, il est totalement contraire aux intérêts de la population locale? Je pense qu'il finit par être contre-productif, parce que mentir de manière aussi éhontée, créer des manipulations comme celle de Boutcha, comme celle de la maternité de Mariupol, dont on parlera peut-être tout à l'heure, ou celle du théâtre de cette même ville, finit par désinformer les gens et aller couper du réel. Et aujourd'hui, la population ukrainienne est pour une large partie de celle-ci lobotomisée, littéralement transformée, manipulée par cette propagande qui coupe les gens du réel. Et aujourd'hui, j'ai assisté par exemple à une rencontre avec des prisonniers ukrainiens qui n'en revenaient pas d'être traités humainement par l'armée russe. Ils étaient convaincus qu'ils allaient être torturés et massacrés. Et la population, quand vous leur parlez, il y a la peur qui transparaît, il y a quoi?
ils se sentent dans quel état psychologique? Eh bien, écoutez, à part la dignité, bien sûr. Donc. Ce qui est très surprenant, c'est que ce sont des gens d'un courage inouï. À Mariupol, nous avons fait un reportage, donc à 500 mètres de l'usine Azovstal, le 9 mai, en plein bombardement. Donc les mercenaires ne s'étaient pas encore rendus, l'armée ukrainienne non plus, le régiment Azov non plus. Il y avait eu quelques couloirs humanitaires pour sortir. Qui avaient été ouverts, effectivement, mais il y a des gens qui vivent dans des maisons à 500 mètres de l'usine Azovstal et qui entendent les bombardements, qui entendaient les bombardements jour et nuit. Et ces familles-là vivaient sur place avec un courage inouï. Donc l'argument, c'est où voulez-vous que nous allions? Où voulez-vous que nous allions? Mais cela étant, je vais vous répondre plus au fond à votre question parce qu'elle soulève une véritable problématique dont nous avons été témoins. C'est que la propagande ukrainienne, donc, qui se déverse sur ce pays depuis maintenant des années et des années, a abouti à un véritable clivage entre populations. Et c'est plus profond, c'est un découpage entre ceux qui adhèrent à l'idéologie de la junte ukrainienne et ceux qui le refusent. Et il y a eu notamment à Mariupol, d'un témoignage d'un hôpital que nous avons visité, un médecin-chef qui nous a affirmé que durant les affrontements, il y avait une crise larvée entre ceux qui se sentaient pro-ukrainiens et ceux qui se sentaient pro-russes. Et ceux qui se sentaient pro-ukrainiens, donc, ont fini par abandonner l'hôpital pendant les bombardements, pendant la guerre, et ont rejoint donc les zones d'évacuation vers Zaporojié et le côté ukrainien. Ça, c'est dangereux, ça. Donc une guerre de système, quelque part. Totalement. C'est pas une guerre des clans, c'est de système. C'est une guerre de système, et c'est une guerre surtout qui va bien au-delà du conflit inter-ukrainien. C'est une guerre qui va bien au-delà d'un conflit entre Russes et Ukrainiens, qui est artificiellement créé. C'est véritablement une guerre entre la Russie et le système occidental. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qui explique que l'ensemble des médias occidentaux ressortent la propagande de l'OTAN, puisque c'est pour eux une guerre... c'est la guerre finale, quoi. C'est la guerre totale, et il n'y aura pas de moyen terme. C'est où les Russes l'emportent et le système occidental peut s'effondrer, ou le système occidental gagne cette guerre d'Ukraine et on est reparti encore pour de longues années de servitude. Revenons un peu à l'information que la population a sur place. Ils ont quels moyens d'information, les chaînes de télévision? Est-ce qu'ils voient cette propagande, enfin ce message ukrainien, et est-ce qu'ils voient les deux côtés, le côté russe? Est-ce qu'ils ont la capacité de voir les deux côtés de la pièce? Pour Mariupol, la réponse est clairement non, puisqu'il n'y avait plus d'électricité depuis au moins la mi-mars. Donc tout cela avait été coupé par les bombardements et les opérations de guerre. Donc Mariupol vit depuis le 16 mars dans une situation de catacombe. C'est une guerre de catacombe où les habitants vivaient terrés soit de manière forcée par les Ukrainiens, soit dans leur propre cave pour se protéger des bombardements incessants, et ils n'avaient qu'un accès résiduel ou absolument pas même à l'électricité, donc aux moyens d'information. En revanche, dans les autres zones de guerre où l'électricité n'a pas été perturbée, donc ils ont bien sûr encore la propagande ukrainienne, mais dans cette zone du Donbass, on est encore en plein Donbass, c'est-à-dire en zone véritablement russe, la majorité des gens, mais c'est difficile à quantifier, mais je dirais au moins 80% des gens ne croyaient pas la propagande de Kiev et étaient vraiment soulagés de voir la libération donc de leur village, de leur ville, par les troupes russes ou par les troupes des républiques séparatistes du Donbass. Donc, outre le manque d'électricité, quelles sont les conditions de vie? Ils vivent dans quelles conditions? Ils ont à manger, ils ont à boire, Ça tout dépend des zones, bien évidemment. Donc, les zones récemment libérées qui sortent de plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines de bombardement et de lutte entre les deux parties, les populations sont dans un état de dénuement extrême, ils n'ont pas d'eau. L'eau courante avait cessé d'être livrée, ils n'ont pas de pain, ils ont faim, ils ont besoin de tout. C'est vraiment des populations dans le dénuement le plus complet, mais toujours dans un état de dignité et de stoïcisme extrême. Ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est le courage de ces gens et la dignité avec laquelle ils vivent dans des conditions qui sont devenues apocalyptiques, littéralement. Et est-ce que ce soit on va dire, le gouvernement ukrainien ou l'armée russe, est-ce qu'ils se soucient, on va dire, de leur survie ou de leurs conditions de vie? De la part des Russes, c'est indéniable. Donc il y a des convois humanitaires incessants qui viennent apporter de l'aide alimentaire, des groupes électrogènes, des éléments de survie de base. Et ça, vous l'avez vu vous-même de vos propres yeux? Tout à fait. Il y a des convois humanitaires incessants qui alimentent Mariupol en particulier où nous étions. Donc il y a des convois humanitaires qui viennent distribuer. Il y a des files d'attente pour recevoir de l'aide alimentaire et de l'aide d'urgence pour ces populations. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre du côté ukrainien, c'est que d'une part,
ils ne semblent avoir aucun respect pour la vie de ces populations du Donbass, dont l'idéologie du régime se moquait ouvertement en les traitant de ploucs, en les traitant de dégénérés, en les traitant d'alcooliques. Il y a des dizaines et des dizaines de petits reportages sur les réseaux sociaux ukrainiens qui méprisent, qui montrent le mépris très clair que les gens de Kiev avaient et de l'ouest de l'Ukraine, avaient pour ces populations du Donbass. Et au-delà de ça, donc, il y a une volonté quasiment génocidaire. Lorsque Vladimir Poutine a parlé de génocide, il est évident qu'on n'est pas dans des chiffres de morts qui se comptent par millions, et heureusement, Dieu merci, mais il y avait une volonté véritablement de faire du mal à ces populations de l'Est, de l'Ukraine, et ces bombardements incessants qu'ils ont subis pendant 8 ans le prouvent. Et dans cette guerre où aujourd'hui l'Ukraine recule de plus en plus sous la pression de l'armée russe et des milices séparatistes du Donbass, on a le sentiment véritablement, quand on discute avec les gens, qu'ils sont libérés d'être d'une gangrène dont ils avaient le plus grand mal à se défaire. Parlons un peu d'éléments vraiment spécifiques. On a beaucoup entendu parler de cette maternité à Mariupol qui avait fait l'objet d'une bataille. Donc je crois que vous êtes allé la visiter. Vous avez vu quoi? Absolument. Donc d'abord nous avons rencontré le directeur de cette maternité, donc la maternité numéro 2 de Mariupol. Nous avons constaté qu'elle avait été transformée en forteresse, et c'est pas les Russes qui ont fait ça. Donc on est arrivé vraiment juste après la bataille. On a vu les postes de tir, on a vu les centaines d'étuis de cartouches qui avaient servi pour tirer à partir de cette maternité. Mais ce que nous a dit le directeur de cet établissement hospitalier, c'est qu'il avait réussi à protéger durant toute la bataille l'intégralité de ses patientes, qu'aucun décès n'avait été observé, ni parmi les jeunes accouchés, ni parmi les bébés qui étaient nés donc, durant cette bataille. Donc il nous a certifié qu'il n'y avait eu aucun blessé et aucun mort dans cette maternité durant tout le temps où il était. Mais c'est chez lui également que nous avons entendu ce fameux témoignage où des équipes de médecins ou d'infirmières qui se sentaient pro-ukrainiens ont quitté la maternité pour évacuer et laisser la maternité donc sous les bombes et sous le contrôle des Russes lorsque ceux-ci sont arrivés. Donc, ce qu'on entend, que cette maternité a fait l'objet d'une attaque des Russes, et ce que vous avez vu, ça correspond, en fait, essayez de nous caractériser de mémoire. La désinformation et l'information telle que de vous l'avez mémoire, vu. lorsqu'on se rappelle, c'est cette fameuse jeune blogueuse ukrainienne que l'on a vue sur une civière. Toutes les informations qui ont été rapportées par les agences de presse occidentales, et notamment Reuters, si j'ai bonne mémoire, affirmaient qu'un avion avait bombardé volontairement la maternité. Or, encore une fois, donc j'affirme 3 semaines après, donc de mes yeux vus, que cette maternité était transformée en une forteresse militaire, qu'elle était occupée par des troupes du régiment Azov et qu'elle servait de poste de tir pour lutter contre l'armée russe. Et que donc le bombardement qui a eu lieu était sur la partie militarisée de l'hôpital, la partie médicalisée, si je puis dire, qui était restée en activité, n'a jamais été touchée par les Russes de la même façon. Donc je suis persuadé, j'affirme avec la plus grande conscience qu'il s'agit d'une manipulation, d'une action de propagande destinée à salir l'armée russe et à montrer une image fausse de la réalité. Ça, je peux l'attester pour la vision de cette maternité. En disant cela, Emmanuel Leroy, vous êtes conscient qu'on va dire que vous êtes pro-russe. Donc, est-ce que vous pourriez donner, on va dire, un élément qui soit en faveur des Ukrainiens, ou est-ce que vous voyez, ce que vous avez vu est tellement pour vous une désinformation que aujourd'hui vous voulez alerter les Français sur l'aspect sur l'affaire de la maternité donc de Mariupol, je suis catégorique. Il y a un peu plus loin donc de la maternité, en direction de l'usine Azovstal, il y a le fameux théâtre de Mariupol dont nous avons parlé aussi, qui a fait l'objet d'une affirmation donc qu'il s'agissait d'un bombardement de l'armée russe. Donc là, en m'étant rendu sur place et en ayant visité les lieux, je dirais qu'avec une probabilité de 80%, c'est très certainement un tir, l'explosion d'une mine de l'intérieur qui a provoqué l'effondrement du bâtiment. Ça ne ressemble pas à un bombardement aérien. Mais là, je ne peux pas l'attester. Pour montrer un peu plus d'objectivité, si vous voulez, dans les questions que vous posez, je rends un réel hommage à l'armée ukrainienne qui se bat avec un grand courage aussi. C'est absolument indéniable, même si elle est manipulée, je le pense, dans son orientation idéologique, je pense qu'il faut rendre hommage à cette armée qui se bat avec des moyens de plus en plus dérisoires, puisque leurs voies de communication sont coupées par les Russes, donc le plus en amont possible, et ces gens-là se battent avec un grand courage. J'insiste sur un fait qu'il ne s'agit pas, encore une fois, d'une guerre entre Russes et Ukrainiens, c'est véritablement, comme l'a dit d'ailleurs
un responsable américain, c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie et qu'ils se serviront du dernier Ukrainien. De l'atlantisme contre la Russie. Absolument. Et qu'ils se serviront des Ukrainiens pour faire saigner les Russes. C'est véritablement comme ça qu'il faut comprendre cette guerre, car c'est une guerre, effectivement, ce n'est pas seulement une opération militaire spéciale. Et je n'ai à titre personnel aucune animosité contre les Ukrainiens. Je ne peux que déplorer une chose, c'est en revanche l'extrémisation d'une partie de la société ukrainienne qui, de manière beaucoup plus importante que je ne le croyais, a été idéologisée dans une dérive d'extrême droite absolument caractéristique, dont je ne mesurais pas l'importance au déclenchement de ce conflit le 24 février dernier. Il y a véritablement eu, dans les 8 années de l'après-Maïdan, une volonté d'idéologiser la société ukrainienne avec la création d'un corps de paramilitaires ultra fanatiques et ultra extrémistes, et qui aujourd'hui contrôle l'essentiel de la société sur le plan politique et sur le plan militaire. Donc vous vous êtes rendu là-bas, vous avez passé une dizaine de jours, je crois, là-bas. Un peu plus. Voilà, un peu plus. Et vous en êtes revenu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce voyage, et qu'est-ce que vous aimeriez que les téléspectateurs, les lecteurs de France Soir gardent de votre expérience ? C'est que cette guerre est véritablement existentielle, pas seulement pour la Russie, mais également pour nous. Je pense que ce que je tire comme information et comme expérience, comme retour d'expérience de ce voyage, c'est que c'est véritablement une lutte finale entre deux systèmes qui s'affrontent. Et pour répondre de manière plus précise à votre question, je dirais que ce qui m'a marqué là-bas en Ukraine, c'est le fait que cette guerre de libération se déroule avec des hommes qui versent leur sang des deux côtés, avec une totale abnégation, et dans un état d'esprit qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui en Occident. Voir ces hommes partir à la guerre, c'est véritablement, et dans les deux camps, et se battre avec ce courage et cette dignité. Et cet engagement aussi. Et cet engagement total. Cet engagement total, c'est, il faut le dire, admirable. Donc c'est des gens qui méritent, quel que soit le camp qu'ils ont choisi ou dans lequel ils sont, qui méritent un coup de chapeau. En France, ça fait très longtemps que nous n'avons pas eu une situation de conflit comme ça sur notre sol. Vous pensez que les Français, au travers de ce qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils entendent à la radio, c'est une vérité transformée, travestie, et tellement travestie que vous les invitez à justement avoir un esprit plus critique ? C'est le moins qu'on puisse demander effectivement aux gens, c'est d'essayer d'être le plus lucide possible. C'est l'enseignement que j'ai tenté de transmettre à mes enfants, c'est de toujours avoir le regard le plus critique possible sur les informations qui viennent. Donc je ne prétends pas être un révélateur de vérité, j'essaie de m'approcher d'elle le plus près possible. Je pense qu'aujourd'hui, objectivement, la Russie, qu'elle le veuille ou non, malgré tous ses défauts, et Dieu sait si elle en a, la Russie est aujourd'hui dans le bon camp. Et je crois qu'elle est en train d'essayer de faire sauter le carcan qui nous empoisonne, pas seulement les Européens, mais le reste du monde, qui est pris sous le carcan de l'argent et de l'idéologie que j'appelle anglo-saxonne, parce que c'est véritablement cette idéologie-là qui nous fait la guerre depuis longtemps. Vous jugez la Russie être dans le bon camp, mais quelque part, j'imagine que vous allez condamner l'attaque, la guerre, en fait, au sens... Le premier geste. C'est ce qu'a fait Gérard Depardieu, c'est ce qu'a fait Monsieur Fillon, c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'amis de la Russie qui ont retourné leur veste assez vite. Non, parce que ce n'est pas réellement, de manière objective, pour aller là-bas depuis 8 ans, il faut bien se rendre compte que ces populations sont bombardées quotidiennement depuis 8 ans. Les populations civiles, pas les militaires, ou pas seulement les militaires. J'ai vu, pour avoir fait de l'humanitaire pendant 8 ans là-bas, en visitant les hôpitaux, des civils comme vous et moi, qui étaient avec un bras en moins, une jambe arrachée, parce qu'ils avaient sauté sur une mine ou étaient victimes d'un bombardement. Donc la situation dans laquelle la Russie a été acculée a été l'obligation de se dire, maintenant ça suffit de verser le sang des gens du Donbass, nous allons réagir. Donc c'est une opération militaire qu'ils lancent pour faire cesser cette guerre. Alors ça se fait évidemment au moyen d'une guerre qui est 10 fois plus lourde, 10 fois plus mortelle et 10 fois plus dangereuse pour tout le monde, mais c'est une volonté de mettre un terme à cette guerre d'agression. Ces années entières où on a laissé, on va dire, la coalition internationale a laissé faire. Absolument. Et je dirais que d'une certaine manière, les Russes ont prévenu. Dès le mois de décembre, ils ont demandé aux Américains, puisqu'ils savent que c'est eux qui sont derrière à la manœuvre, ils leur ont demandé d'arrêter
cette situation de tension qui consiste à enserrer la Russie de toutes parts. Et encore une fois, aujourd'hui, on a les preuves donc documentées. Donc, les Russes ont les preuves documentées. J'ai vu un certain nombre de documents britanniques qui affirmaient que l'armée ukrainienne était sur le point d'attaquer au mois de mars, le 7 ou 8 mars 2022. Donc, ça a été une guerre préventive destinée à stopper l'agression qui aurait été beaucoup plus mortelle pour les habitants du Donbass si les Russes avaient laissé faire. Mais Leroy, donc vous prétendez ne pas détenir la vérité, vous êtes venu vous exprimer dans le défi de la vérité en essayant d'exprimer ce que vous avez vu. Merci beaucoup. Peut-être le mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez que je tire de ça? Souhaitons quand même que la paix revienne le plus vite possible, parce qu'il est évident que la souffrance est extrême dans ce pays aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de François pour ce défi de la vérité et qui ne sera pas censuré, bien sûr. Merci.